Eh bien, on est déjà bien avancé dans l'earning season de Q3 2025. La plupart des sociétés les plus attendues ont déjà publié leurs résultats. Moi, cette semaine, j'ai pas trouvé une société sur laquelle focaliser mon analyse. Donc, ce que je vous propose, c'est que je revienne sur ce qui a été publié par certaines sociétés que je suis ou des boîtes qui ont fait l'actualité de ces derniers jours. Mardi, on avait la publication de Booking Holdings, la cash machine dans le secteur de la réservation de voyage, qui a publié une nouvelle fois des résultats très solides. Ils continuent à exécuter leur stratégie avec brio, on va revenir dessus. Mercredi, vous en avez sûrement entendu parler, c'est Fiserv qui a fait l'actualité avec son cours de bourse qui s'est effondré, moins 44% en une seule journée. La faute à de mauvais résultats au Q3 et à venir, et surtout à des annonces faites par le CEO en place depuis seulement 6 mois qui ont amené une incompréhension un petit peu générale. Le plus surprenant avec Fiserv, c'est que ce n'est pas une boîte qui est coutumière de ce genre de choses. On parle quand même d'une société qui est une des positions clés du portefeuille de François Rochon, donc qui est estampillé qualité. Ce qui se passe, c'est un petit peu bizarre, on verra ce qu'on arrive à comprendre. Et enfin, la dernière société que je vous propose d'aborder cette semaine, c'est KLA, l'entreprise qui fabrique les équipements et les logiciels de métrologie et d'inspection qui interviennent dans le processus de fabrication des semi-conducteurs. Ils ont publié une nouvelle fois de très bons résultats mercredi. Là aussi, on est sur un dossier qui déroule. Les perspectives de marché sont solides, mais vous allez voir qu'il y a quand même un petit nuage noir dans le paysage. Allez, on regarde tout ça ensemble, c'est parti. Allez, on commence par Booking. Donc là, il n'y a pas vraiment de surprise dans leur publication. Ils maintiennent un très bon rythme en termes de croissance. Leur revenu est en hausse de 13%, bien aidé, c'est vrai, par un effet de change positif de 5 points. Booking, c'est une des entreprises qui profite à fond de la faiblesse du dollar. Le nombre de nuits, leur principal KPI, est en hausse de 8% au troisième trimestre. Dans leur earnings call, ils précisent qu'ils sont en croissance dans chacune des principales régions, donc Europe, Asie, États-Unis. De manière générale, ils constatent que les gens continuent de voyager. Eux, ils parlent de corridors, donc d'axes, on va dire, qui fonctionnent plutôt très bien en ce moment, notamment les voyageurs canadiens vers le Mexique et l'Europe vers l'Asie, ce qui compense la faiblesse de certains flux entrants vers les États-Unis notamment. Donc ça, c'est les non-américains qui voyagent aux États-Unis. En revanche, ils disent qu'il y a une belle croissance du nombre de nuits réservées par les Américains, à la fois sur leur propre sol, donc la demande domestique, et en dehors des États-Unis, bien qu'ils aient remarqué que le prix moyen par nuit et la durée moyenne de séjour soient légèrement inférieurs à l'année dernière, ce qui indique logiquement qu'une partie des consommateurs américains restent prudents dans leurs dépenses. Ensuite, une partie de la croissance continue à être tirée par la croissance des hébergements alternatifs. Vous vous rappelez, c'est l'équivalent de ce qu'on trouve sur Airbnb, mais sur Booking.com. Le nombre de nuits effectuées en hébergement alternatif croît de 10% au Q3 et 10% c'est aussi le taux de croissance des listings d'hébergement alternatif sur la plateforme. Pour le dernier trimestre de l'année, ils attendent encore de la croissance, mais légèrement moins. Ça, c'est peut-être dû à un effet de base assez exigeant, il faudrait aller vérifier. Mais ça devrait quand même leur permettre de boucler une excellente année en termes de croissance des fondamentaux avec un revenu attendu en hausse de 12% sur l'année complète 2025. Ils nous ont également fait un petit update sur leur plan de transformation. Donc là aussi, ils viennent avec de bonnes nouvelles. L'idée de départ, c'était de réduire structurellement les dépenses opérationnelles annuelles de l'ordre de 400-450 millions de dollars. Donc c'est pas rien. Et ce qu'ils disent là, c'est que les premiers résultats ont été plus concluants que prévu. Donc, ils ont décidé de rehausser leur objectif de 100 millions supplémentaires, ce qui est vraiment pas mal. Et là où je me dis qu'ils ont tout compris et qui nous draguent un petit peu, nous les investisseurs, c'est quand ils disent que cette année, ils ont réinvesti un peu plus que prévu dans leur business, 170 millions de dollars au-delà de ce qu'ils avaient prévu initialement, mais que cette somme, donc les 170 millions de dollars, ils ont pu les financer grâce aux économies qu'ils ont déjà réussi à faire en 2025 dans le cadre du plan de transformation. Et là, c'est sûr que ça donne envie d'applaudir. Et pour finir, les free cash flow générés au troisième trimestre ont été inférieurs au niveau habituel. Donc là, on est à 1,4 milliard de dollars. Principalement à cause de l'impact de ce qui a été reversé aux hôtels et aux autres propriétaires. Je suis allé jeter un coup d'œil, il n'y a rien d'anormal, ça fait partie de l'activité.
et donc ils ont continué à retourner de l'argent aux actionnaires via le paiement de dividendes et via des rachats d'actions, mais ils l'ont fait dans une moindre mesure que les trimestres précédents. Malgré ça, Booking, ça reste une boîte qui a une valorisation qui reste largement raisonnable, environ 22,5 fois les free cash flow ou 4,5% de free cash flow yield, ce qui est pas commun actuellement pour une boîte d'une telle qualité avec cette croissance. Le seul problème sur ce dossier, on en a déjà parlé, ça reste le prix de l'action qui s'échange toujours au-delà des 5000 $. Et ça, c'est dommage parce que ça reste un frein pour bon nombre d'investisseurs, et je m'inclus carrément dedans, alors même que c'est un dossier qui est extrêmement intéressant. Ensuite, on passe à l'entreprise qui a défrayé l'actualité financière en milieu de semaine, Fiserv, qui est une des fintechs les plus importantes au monde en termes de taille. Alors déjà, il faut se rendre compte de la chute vertigineuse du cours en une seule journée, moins 44%, et le lendemain, ça a continué à perdre quelques pourcents. Il n'y a que aujourd'hui, ce vendredi, où ça remonte très très légèrement. Si on raisonne en market cap, c'est plus de 33 milliards de dollars qui ont été effacés en 48 heures et presque 100 milliards par rapport au plus haut en début d'année, ce qui fait une division par plus de 3 de la capitalisation boursière en moins d'un an. Quelque chose d'aussi vertigineux, c'est un truc qu'on voit assez rarement chez les large caps. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là ? Eh bien, il s'est passé que la croissance s'est stoppée net au troisième trimestre, le revenu a augmenté de seulement 1%, alors que ça faisait plusieurs années que l'entreprise affichait une croissance régulière trimestre après trimestre d'environ 7-8%. La récurrence des revenus, c'était justement une des caractéristiques de leur business. Donc là, quasiment plus de croissance, c'est un vrai choc. Ils baissent la guidance qu'ils avaient donnée pour 2025. Ils prévoient maintenant une année 2025 en croissance de seulement 3,5-4% sur l'année. Et ça, c'est une autre façon de dire qu'ils attendent également une croissance très faible au quatrième trimestre, de l'ordre de 2% au maximum, si mes calculs sont bons. Au-delà de la croissance, on est vraiment sur un tournant majeur pour la société. Mike Lyons, le CEO en place depuis 6 mois, dit avoir entrepris ces derniers mois une analyse rigoureuse de l'entreprise. Il parle carrément, je cite, d'un reset critique et nécessaire pour relancer la société. Généralement, quand on entend ce genre de mots et de phrases, c'est pour des sociétés qu'il faut redresser. Donc ça laisse penser quand même que la situation est suffisamment grave. Ils ont fait un communiqué de presse en parallèle pour annoncer de nombreux changements parmi les top managers et les directeurs. Donc clairement, il y a des têtes qui ont sauté. Et pendant l'earnings call, le CEO donne des éléments qui expliquent le fort ralentissement de la croissance et tous les changements qui sont en train d'opérer. Une des raisons principales, c'est la croissance de leur business en Argentine qui a fortement diminué. La politique économique de Javier Milei commence à porter ses fruits en Argentine visiblement, puisque l'inflation et les taux d'intérêt ont fortement baissé en 2025. Ça, c'est quelque chose qui ne fait pas les affaires de Fiserv parce que les principaux business de l'entreprise, c'est Clover, sa plateforme de POS, de point de vente, et ce sont aussi ses services de paiement. Donc dans un pays qui est dans une situation où les prix explosent, comme l'Argentine, Fiserv voit ses revenus en devises locales exploser, ce qui vient gonfler sa croissance globale. Ils ont fait une slide pour illustrer ça. En 2023 et 2024, où l'inflation et les taux d'intérêt étaient très élevés en Argentine, leur croissance organique était dopée de 6 et 10 points de pourcentage respectivement. C'est énorme. Et en 2025, où la situation s'est améliorée dans le pays, le gain de croissance n'était plus que de 2%. Et ce qui est vraiment grave a priori, c'est que le précédent management avait anticipé l'évolution de la situation en Argentine et donc le ralentissement de la croissance pour Fiserv, mais ils ont préféré, c'est ce que dit le CEO, maintenir la guidance 2025 en soutenant que la croissance du reste du business hors Argentine allait compenser tout ça, alors que les hypothèses n'étaient pas réalistes. Alors si c'est vrai déjà, c'est grave, et c'est typiquement le genre de réflexion court-termiste qui sont d'énormes red flags en tant qu'investisseur. Généralement, quand je découvre quelque chose comme ça, personnellement, c'est éliminatoire. D'autant plus que le CEO ajoute aussi que ces dernières années, le management avait retardé apparemment certains investissements qui étaient nécessaires au bon fonctionnement du business, juste pour protéger les niveaux de marge. Ce qui est exactement dans la même veine que ce qu'on vient de dire là. Donc ça, c'est assez grave concernant le précédent management. Pour 2026, ils expliquent vouloir repartir sur une base saine de croissance. Ils parlent de mid-single digit, donc environ 5%, quelque chose donc qui est atteignable et qui puisse leur permettre
d'accélérer dans les prochaines années. À noter qu'il prévoit de faire un Investor Day au cours du premier semestre 2026, histoire de reconstruire une projection. Je suis assez curieux de comment ils vont s'y prendre et ce que ça va donner. Ça reste quand même un beau business, il ne faut pas non plus les enterrer, à moins qu'on apprenne encore de nouvelles choses sur ce qui a été fait ces dernières années. Je vous ai dit en intro que c'était une des positions clés dans le portefeuille de François Rochon. Au 30 juin, c'était sa 10e position en termes de taille, correspondant à peu près à 4% de son portefeuille. Au moment où je vous parle, impossible de dire forcément s'il en a encore en portefeuille. Aussi bien il avait tout vendu cet été. Et il faudra attendre bien sûr le mi-février, je crois, et les filings des 13F pour en savoir un petit peu plus. Mais en vrai, je suis très curieux de savoir s'il a touché ou pas sa position au troisième trimestre et s'il va faire quelque chose suite à ce qui vient de se produire. François Rochon d'ailleurs est passé récemment chez Nicolas Chéron. Je vous invite à aller voir sa masterclass, c'était précieux. Il a justement été questionné sur les erreurs en investissement. Et là, ils ont pris l'exemple de Lululemon parce que c'est une boîte qu'il a en portefeuille, où il disait que il avait des convictions sur la valeur, mais pas au point d'en racheter, vu que là, en ce moment, le cours est très faible. Donc, il conservait simplement sa position pour l'instant, tout en sachant que ce n'était qu'un 1% de son portefeuille. Donc, est-ce qu'il va considérer que les fondamentaux ont changé pour Fiserv ? Est-ce qu'il va être en accord avec le nouveau management ? Si je devais faire un petit pari, en vrai, je dirais que si il a conservé ses actions Fiserv jusqu'à cette semaine, il va continuer à les conserver encore. Bon, je me trompe peut-être, on verra ça. On termine avec KLA, qui est une boîte que j'ai en portefeuille, mais que je n'avais pas encore couverte sur la chaîne. On est vraiment, pour moi, sur un joyau dans le secteur des semi-conducteurs. C'est une boîte qui se démarque vraiment des autres avec un positionnement unique sur les tâches super stratégiques d'inspection et métrologie. Des 4 équipementiers, donc ASML, Lam, Applied Materials et eux, ce sont ceux qui ont les niveaux de marge les plus élevés, avec une marge brute supérieure à 60%, là où les autres sont autour de 50%, et une marge opérationnelle qui dépasse aujourd'hui les 40%, là où les autres sont entre 30 et 35%, je crois, ce qui est déjà énorme, qu'on se le dise. Donc voilà, il faut mettre beaucoup de respect sur KLA. Les points à noter dans leur publication, c'est la croissance. KLA continue de surperformer le marché des wafer fab equipment avec un revenu en croissance de 13% au Q3 qui vient principalement de leur cœur de métier, le process control, c'est-à-dire tout ce qui permet de vérifier et de corriger en continu la qualité du process de fabrication des puces. Cette demande pour le process control, elle est drivée par la création de nouvelles unités de production et le développement d'unités existantes et par l'augmentation de la complexité dans la fabrication des produits finis. Donc ça, c'est la dynamique un petit peu générale. Et de manière plus spécifique, depuis un certain temps, il y a un segment qui prend de plus en plus d'ampleur parce qu'il est très stratégique. C'est le segment du packaging avancé. On en a brièvement parlé lors de la dernière vidéo sur ASML. Les designers de puces, avec l'aide des principales fonderies, ils cherchent à maximiser la puissance et l'efficience du produit final. Et ça, ils le font de plus en plus en connectant les puces entre elles de la manière la plus optimale possible. Et c'est dans ce cadre-là que les fonderies ont besoin des équipements de process control de KLA adaptés au packaging avancé. KLA est très bien positionné pour profiter de cette vague et aller capter de la croissance supplémentaire. D'ailleurs, ils nous disent qu'ils sont bien partis pour faire 925 millions de dollars de revenus liés au packaging en 2025, alors que en 2024, il y en avait assez peu finalement. Et ils ne donnent pas de chiffres pour 2026, mais tout laisse à penser qu'ils vont faire beaucoup plus sur ce segment l'année prochaine. Si le packaging avancé devient un vrai goulet d'étranglement, comme certains le disent, les clients pourraient être tentés de sécuriser au plus vite certaines machines de KLA. Ensuite, un autre point qui avait également été soulevé par ASML et que KLA constate aussi, c'est qu'il y a une vague de nouveaux acteurs qui souhaitent s'équiper maintenant sur la leading edge. Et avec ASML, on avait vu que c'était aussi le cas sur la mémoire avancée. Il y a vraiment une nouvelle dynamique qui est en train de se créer avec des acteurs de taille intermédiaire, on va dire. Et ça, c'est un vrai signal positif du point de vue de la croissance déjà, et du point de vue aussi de la diversification, parce que TSMC pèse beaucoup trop lourd dans le total revenu des 4 équipementiers. Et donc, ça fait toujours du bien de diversifier encore plus dans une industrie aussi concentrée que celle des semi-conducteurs.
Et enfin, comme les autres équipementiers, ils ne vont pas échapper à la normalisation de leurs ventes vers la Chine. C'est quelque chose qui résulte bien entendu des restrictions américaines sur la vente d'équipements aux sociétés chinoises. Et ils disent qu'ils attendent un impact donc entre 300 et 350 millions de dollars sur le revenu qui sera réparti entre le Q4 2025 et les 2 premiers trimestres 2026. Le revenu fait en Chine devrait se normaliser autour des 20%, donc c'est sensiblement comme ASML, alors qu'actuellement il représente quand même 40% du revenu, ce qui est énorme. Donc logiquement, c'est quelque chose qui devrait peser sur la croissance en 2026, surtout sur la première partie de l'année. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils restent prudents sur les chiffres de l'année prochaine et que sur le premier semestre 2026, ils attendent un revenu à peu près similaire à celui qu'ils font là sur la deuxième partie 2025 et qu'ensuite la croissance devrait repartir sur le deuxième semestre 2026. Donc on va rester attentif à ça. Ce que je me dis quand même, c'est que KLA a peut-être un peu plus de cordes à son arc que les 3 autres équipementiers dans la situation actuelle et vu comment évolue l'industrie. Ils vont souffrir de la baisse des ventes en Chine, oui, mais ça se ressentira probablement moins que chez les autres. KLA, pour moi, ils ont l'image d'une boîte qui a une marge de sécurité, que ce soit en termes de croissance du revenu ou en termes de marge. Ils en ont un petit peu sous le pied par rapport à d'autres boîtes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et ça participe pour moi au fait que l'action se paye aussi cher aujourd'hui. J'ai refait le calcul avec les chiffres des 12 derniers mois. Ça se paye 45 fois les free cash flow. Je ne sais pas si on se rend bien compte du niveau de valorisation actuel. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ce format où je reviens un peu plus rapidement sur les publications de société vous plaît, vous pouvez mettre un like et me le dire en commentaire. Au moins, vous me faites passer le message. Je ne le dis pas à chaque fois, mais s'il y a des entreprises que vous aimeriez que je couvre sur la chaîne, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, ça m'intéresse. Encore merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se dit à très vite, c'était Romain. Ciao!